Bonjour Xavier Moreau, comment allez-vous? Bonjour, et bien, et vous? Ça va, je rappelle, il n'y a pas besoin de présenter Xavier Moreau, on rappelle tout de même qu'il est le fondateur de Stratpol, qu'il est, il fait de l'analyse géostratégique, il est entrepreneur et il vit depuis de bien nombreuses années maintenant dans une belle ville moderne d'Europe qui est Moscou. Ils nous ont mis une herse entre la Russie et l'Europe de l'Ouest, mais ça ne nous empêche pas de savoir et de rappeler la réalité historique, géographique du continent européen tout de même. On peut nous raconter n'importe quoi, nous faire prendre des vessies pour des lanternes, mais il y a encore des gens qui ont un peu de mémoire. Et j'espère que nous en faisons tous partie dans cette communauté GPTV. Xavier Moreau, nous avons souhaité vous avoir évidemment depuis hier, puisqu'il y a quand même des éléments et ça évolue tout le temps, avec un flou artistique, c'est ce que je disais en introduction ce matin, incroyable. C'est les médias qui communiquent à la place des gouvernants, qui se contredisent les uns les autres. On se met à prendre pour argent comptant les sources du ministère des Affaires étrangères russe. Ça, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors qu'on écoute normalement la voix officielle, c'est les services secrets occidentaux ou Zelensky. Et là, soudain, ah oui, ils ont bien tiré des missiles. La preuve, les Russes le disent. Tout est à l'envers en permanence. On est dans un narratif dont on se demande à quoi il va aboutir, Xavier Moreau. Ben oui, en fait, ce qui se passe, c'est il y a 2 décisions, qui ont été prises. L'une, en tout cas de la part de Kiev, donc d'utiliser des attaques MS, donc des missiles américains d'une portée de 300 kilomètres sur le territoire russe d'avant 2022, et de l'autre, il y a la signature par Vladimir Poutine du décret qui met en application la nouvelle, hem, doctrine de dissuasion nucléaire. Pour moi, ces 2 éléments sont détachés, puisque cette nouvelle doctrine de dissuasion nucléaire, elle a été largement évoquée et c'était plus une formalité administrative, je dirais presque, que Poutine la signe, mais elle a déjà été largement développée au moment de la rencontre de Valdai à Sotchi en octobre, et puis tout au long de ces derniers mois. Et il était évident que la décision avait été prise et que tôt ou tard, Vladimir Poutine signerait le décret. Cette doctrine nucléaire, elle considère que désormais, la Biélorussie bénéficie du bouclier nucléaire russe. C'est-à-dire que le territoire biélorusse est sanctuarisé, comme le territoire russe, par la dissuasion nucléaire, comme le territoire français est sanctuarisé par la dissuasion nucléaire française, on peut dire. Donc ça, là-dessus, c'était pas nouveau. La deuxième chose, c'est une précision qui a été apportée, c'est que si, par exemple, un pays, prenons l'Ukraine, décide de lancer une frappe stratégique qui mettrait en danger la pérennité, l'intérêt vital de la, de la Russie, même si ce pays n'est pas nucléaire, la Russie se réserve le droit de riposter nucléairement contre ses alliés nucléaires. En gros, c'est ça. Voilà. Et après, de toute manière, comme le disait, je crois que c'était le général Lucien Poirier, ou le général Gallois, enfin des 4 fondateurs de la doctrine nucléaire française, l'incertitude est dissuasive. Donc on ne sait toujours pas quand la Russie estimera que, du point de vue conventionnel, l'État russe est menacé de manière stratégique. Mais je pense que c'est aussi le but de la dissuasion nucléaire. Encore une fois, c'est d'être incertaine. Mais pour moi, ça n'a absolument aucun rapport avec l'utilisation d'attaques MS contre le territoire russe. Déjà, donc par rapport à ce point-là, l'attaque MS, comme vous l'avez bien dit, pour l'instant, il n'y a aucune déclaration des officiels américains. J'ai vérifié systématiquement. Par exemple, hier, il y a eu un article qui est sorti, c'était dans le Moscow Times. Donc c'est-à-dire, c'est je dirais un fanzine américain, qui d'ailleurs, je crois, aujourd'hui doit être uniquement numérique, puisqu'en Russie, il n'a plus le droit d'être, il a été interdit. Donc qui dit que, quelqu'un qui s'appelle Nichols, donc qui est numéro un des adjoints de Blinken aux affaires étrangères, qui est au Brésil, à Rio de Janeiro, pour la réunion sur le climat, a fait une déclaration dans un journal Globo qui explique que oui, effectivement, les États-Unis ont autorisé l'utilisation des attaques MS. Or, je suis allé lire cet article, c'est pas du tout ce qu'il dit.
Il dit simplement, visiblement, il n'en sait rien, il n'est pas au courant de ce changement dans la diplomatie américaine et il dit simplement dans la cour partie qui est concernée, il dit, oui, Joe Biden a donné des armes à Zelensky pour qu'il les utilise et qu'il gagne contre la Russie. Point. Il ne parle pas du tout de l'utilisation de telle ou telle arme à tel endroit, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est pas une nouveauté que Zelensky utilise des armes contre la Russie dans les frontières d'avant 2022. Parce qu'elle est là la question. C'est les frontières d'avant 2022. Or, si vous regardez les unités qui sont déployées à Koursk sur le territoire de la Russie d'avant 2022, c'est quasiment à 80% que du matériel américain ou de l'OTAN, c'est-à-dire des chars Abrams, des chars Challenger, des chars Léopard 2, des Marder, des CV-90 suédois, j'ai même vu des pauvres VAB français. Donc, on a l'utilisation d'armes de l'OTAN sur le territoire russe d'avant 2022, elle est actée et depuis longtemps. Ensuite, toutes les opérations qui sont faites dans la profondeur du territoire russe. La vraie profondeur, parce que ça aussi on pourra en parler, l'attaque MS, sa portée, c'est 300 km. Donc en fait, c'est pas la profondeur, ça n'atteint même pas Moscou. Or, cette nuit, vous avez encore eu des drones qui sont partis attaquer Moscou et des villes russes bien plus loin, Moscou à peu près à 500 km de la frontière. Et vous avez des drones qui sont allés taper à Samara, vous avez des drones qui sont allés taper bien plus loin dans la profondeur. Et ces drones, alors qui sont de fabrication ukrainienne, hein, ces espèces d'ULM qui sont chargées avec un gros volume d'explosifs, ne peuvent atteindre leur cible que parce qu'elles sont dirigées par Washington, par la défense américaine, par les réseaux satellites d'observation, etc., de guidage. Donc, quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas des missiles, toutes les frappes qui sont faites dans la profondeur du territoire russe sont faites grâce à l'OTAN. Sans ça, l'Ukraine ne pourrait pas le faire du tout. Bien sûr. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, évidemment, tout ça a été présenté comme d'habitude. Donc c'est ce que j'avais analysé comme les tares comportementales d'un régime en train de s'effondrer. C'est-à-dire pour moi le régime, non seulement Kiev, mais l'OTAN. C'est-à-dire qu'on cherche l'arme magique. Exactement comme je ne compare pas encore une fois le national-socialisme et l'idéologie qui mène l'Occident aujourd'hui, ça n'a rien à voir, mais un État, un système totalitaire désespéré a les mêmes comportements, comme on peut l'observer, et les mêmes croyances et la même pensée magique. La première pensée magique, eh bien, c'est de croire qu'une arme va pouvoir changer le cours de la bataille. Et donc ça, on l'a connu avec Hitler, avec le Messerschmitt 262, qui allait tout révolutionner. On l'a connu avec les V2 qui allaient permettre de taper dans la profondeur. Et là, en quelque sorte, eh bien, l'OTAN vient de donner des V2 à l'armée otano-kievienne. Et donc, on entend, ça y est, enfin, l'autorisation, ça arrive tard, mais c'est très bien. Or, ça ne va absolument rien changer. Et preuve en est. Et donc, en plus, on nous explique que c'est l'autorisation donc, de frapper sur le territoire russe d'avant 2022. Or, si vous regardez la carte des opérations militaires maintenant, là où l'armée russe avance le plus, c'est dans la région de Kourakovo. Entre Kourakovo et la frontière russe de 2022, c'est-à-dire en gros la région de Rostov, eh bien, vous avez 200 km. Or, il n'y a quasiment pas d'attaque MS tirée dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens ne savent pas sur quoi tirer. Et c'est, pour mon avis, ce n'est pas un hasard. S'ils ont pris, alors la décision qui l'a prise, ça, vous avez posé la bonne question. Est-ce que l'administration américaine est au courant? Est-ce qu'elle veut prendre ses responsabilités? Ou est-ce qu'elle va tout simplement ne pas répondre à la question? Le porte-parole de la Maison-Blanche a fait une déclaration, c'était pareil, il y a 2 jours, en disant qu'à sa connaissance, il n'y avait pas eu de changement de la doctrine. Donc, ça peut être très bien les médias démocrates américains qui ont pris la décision eux-mêmes de lancer cette campagne pour inciter Kiev à le faire, avec évidemment des complicités au Pentagone, avec ce qu'on appelle l'État profond, et qui ont décidé finalement de franchir ce soi-disant Rubicon qui n'en est pas un, puisqu'encore une fois, je l'ai dit, le Kiev attaque le territoire russe depuis longtemps avec les moyens de l'OTAN. Sinon, elle ne pourrait pas le faire. Et donc, en fait, ce qu'on voyait donc, sur ces 200 km entre la ligne de front dans la région de Kourakovo et la frontière ukrainienne, eh bien, là-dessus, il y aurait de quoi faire. Puisque l'arme, encore une fois, la portée de l'arme, c'est 300 km et que, évidemment, vous ne mettez pas sur la ligne de front pour tirer un attaque MS. Vous mettez à 20, 30, 50 km plus en arrière pour être sûr de ne pas être touché par la riposte russe. Donc, voilà où on en est. Ça ne changera rien. C'est
de pure forme. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est quand même la question de savoir qui a pris la décision. Est-ce que c'est vraiment Washington? Pour l'instant, en tout cas, il n'y a aucune déclaration officielle. On a posé la question à Biden, il n'y a même pas répondu, quand il était à Rio de Janeiro. Il s'est réfugié dans la jungle amazonienne. Il est parti dans la jungle. Le recours aux forêts, cher Ernst Junger. Donc, voilà où on en est. C'est le brouillard de la guerre, on peut dire. Alors, c'est singulier quand même ce que vous dites, Xavier Moreau, mais c'est en effet une observation qu'on ne peut que faire. Alors moi, la seule information que j'ai vue, c'est des médias français qui disent « Ah, mais les conseillers de Biden n'étaient pas tous d'accord. Ils se sont un peu disputés pour prendre finalement cette décision. » Façon de dire qu'ils n'en savent rien. Mais c'est depuis l'intrusion dans l'oblast de Koursk que les choses, moi, ne me semblent pas claires du tout. Et où finalement, une partie, peut-être, l'État profond, justement, là, qui risque d'apparaître un peu sous les projecteurs, se serait détaché. On pourrait presque parler même d'un putsch ou d'une tentative de coup de force d'une partie c'est les pires théories complotistes qui semblent apparaître dans une apocalypse de dévoilement sous nos yeux éberlués en ce moment, c'est-à-dire un empire qui n'est même plus unitaire, un État américain qui n'est même plus unitaire, et certains éléments qui se seraient détachés. On disait c'est la CIA avec l'intrusion dans l'oblast de Koursk. Là, on peut dire à nouveau, mais c'est une autorisation qui a été donnée, mais par qui? Est-ce que ce sont certains hauts fonctionnaires aussi, des Jack Sullivan ou autres, qui seraient à la manœuvre? On peut se demander en effet s'il n'y a pas même des frictions fortes au sommet. Ah bah là, c'est même plus que des frictions. C'est-à-dire si la décision a été prise sans l'autorisation de l'exécutif, c'est quand même quelque chose d'hyper grave. Et encore une fois, il faut voir qu'aucune déclaration du ministère des Affaires étrangères, le secrétariat d'État aux Affaires étrangères américain, ne confirme cette autorisation. Et on est un peu dans la même situation, et vous avez raison de le comparer, on l'avait fait sur votre chaîne, on est dans la même situation qu'à Koursk. Effectivement, l'idée de s'emparer de la centrale nucléaire, qui est la seule raison, je dirais rationnelle, logique, d'autoriser cette extrêmement coûteuse et contre-productive opération, eh bien, elle a été visiblement donnée par la CIA et le MI6, mais pas. Et qui a mis devant le fait accompli à la fois le Pentagone et les affaires étrangères américaines, ce qui a expliqué d'ailleurs l'absence de réaction le premier jour, le surlendemain, une réaction comment dirais-je, de reproches en disant mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et puis après, au bout de 48 heures, la machine médiatique et de propagande s'est mise en marche. Et là, on a dit oui, c'est génial, c'est nous qui l'avons fait. Voilà. Et aujourd'hui, on voit ce que ça donne. L'Ukraine continue à y perdre ses meilleures troupes et ça, elle s'est elle-même rallongé le front de 200 km. Donc, effectivement, je pense qu'on est peut-être dans une situation où, en attendant l'arrivée de Trump, eh bien, la CIA, parce que je pense que ce serait plutôt elle qui serait derrière le coup, ait décidé de prendre les choses en main pour essayer d'aggraver la situation, pour faire en sorte que, eh bien, ça la rende le moins, comment dirais-je, qu'on ne puisse pas revenir en arrière, voilà, irrémédiable, la rendre irrémédiable. Cela dit, sur la frappe elle-même, effectivement, donc les Kieviens ont dit qu'ils avaient attaqué un dépôt de munitions. Visiblement, le résultat est très limité. Et, il y a eu 6 missiles tirés, ont dit les Russes. 5 ont été abattus et le 6e aurait été touché mais serait tombé sur le site. Il y a eu un incendie. Mais si vous voulez, quand il y a des grosses explosions de munitions, ça dure pendant longtemps. D'ailleurs, les Russes ont frappé cette nuit sur un dépôt de munitions dans la région de Soumy. Ça a éclairé la région pendant plusieurs heures. Et de temps en temps, les Ukrainiens aussi arrivent à frapper avec leurs ULM des dépôts de munitions russes. On voit la flamme, l'explosion, on l'entend pendant longtemps. Donc là, visiblement, le résultat a été limité pour un coût quand même assez élevé. Un missile ATACMS, c'est environ $1 million le tir. Donc, c'est une opération à $6 millions. D'après le Kiev Times, je crois que c'est le nom du journal, donc pareil, c'est une émanation américaine à Kiev, l'Ukraine dispose de 50 ATACMS.
Elle en a déjà tiré 6. Donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, ça ne changera pas la donne sur le terrain. Et il faut savoir sur quoi tirer. Et là, ils ont tiré d'ailleurs à peu près 120 km de la ligne de front, de la frontière russe. 120 km. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne tirent pas à 120 km derrière la ligne de front de Kourakovo, qui est bien plus critique pour l'armée ukrainienne que la région de Bryansk ou même la région de Koursk. Donc l'essentiel se trouve en ce moment à l'est. Et non, en fait, donc on est dans de la communication. Je pense que je ne serais pas surpris qu'on apprenne qu'effectivement les affaires étrangères n'étaient pas au courant, que le Pentagone n'avait pas donné son autorisation. Le Pentagone non plus n'a rien dit, hein. Mais c'est quand même, on est dans quelque chose. Et de toute manière, ces attaques MS, encore une fois, ça ne durera pas éternellement. Là, on a appris ce matin, donc ça, c'est officiel, que le Pentagone allait livrer encore pour 275 millions d'armes d'ici la fin de l'année. Mais il n'y a pas d'attaque MS dedans. C'est des HIMARS, c'est des munitions, des systèmes antiaériens qui font cruellement défaut à Kiev. Donc voilà un peu où on en est, mais c'est très révélateur de l'état américain aujourd'hui. Ben oui, et puis de toute façon, il n'y a pas de. Le problème, c'est, dit l'administration, mais qui donne, de toute façon, depuis 4 ans, et je ne veux pas imiter nécessairement, nous l'aurons tout à l'heure, le général de Lavarde, qui demande qui, mais là, qui dirige réellement? Bon sang de bonsoir. On voit bien que le moribond qui était au Brésil, qui a fait une conférence de presse, qui était totalement. Alors 90% ou 95% d'humidité, évidemment, ça peut vous épuiser, mais enfin, l'homme était totalement moribond, démarche d'automate. C'est pas lui qui dirige les États-Unis, et ça fait un moment que ça dure. Donc là, on peut quand même se poser sérieusement des questions. D'ailleurs, on voit le désarroi complet des médias, par exemple français, que j'écoute, hein, pour ma part, et qui sont obligés de reprendre les dépêches du ministère des Affaires étrangères russe, mais parce que les autres ne communiquent pas. Alors, nos champions qui disent on assume. Le seul qui est toujours pareil, qui est un roquet qui va mordre les mollets, c'est Macron, qui se félicite de quelque chose dont on n'est même pas sûr. Il se félicite. Et si c'est tellement génial, pourquoi est-ce que lui-même ne donne pas l'autorisation d'utiliser les scalps français qui peuvent porter aussi à 300 km? La réponse, on la connaît. C'est pour ça, je pense que le Pentagone non plus n'est pas dans le coup. La réponse, c'est que, encore une fois, l'Ukraine n'est pas en guerre contre la Russie. Washington et l'OTAN sont en guerre contre la Russie sur le territoire ukrainien. L'Ukraine est un proxy, mais il y a d'autres proxys dans cette guerre totale. Il y a notamment, je les cite souvent, les Houthis, qui sont présents en mer Rouge, qui dominent la mer Rouge, qui peuvent également frapper en mer d'Arabie, si on leur donne les moyens. Et aujourd'hui, vous avez des bateaux de la flotte française, britannique, américain désormais. Ils ont fait des manœuvres début novembre en mer Rouge avec l'Égypte d'ailleurs, qui sont déployés dans cette zone. Pour l'instant, les Houthis ont des moyens limités pour les toucher. Alors, il y a des tirs qui ont été effectués, mais on ne sait pas si ça a touché ou pas. Si les Russes leur livrent des missiles Bastion supersoniques ou Tsirkon hypersoniques, des missiles de croisière anti-navires, ces bateaux vont être touchés, vont être détruits. Donc, c'est pour ça que le Pentagone ne voulait pas qu'on donne cette autorisation, parce qu'il sait très bien que cette autorisation va mettre en danger la flotte américaine en mer Rouge, en mer d'Arabie. Et de la même manière que Macron dit que c'est une très bonne idée, mais il ne donne pas l'autorisation. Il n'a pas dit, nous-mêmes, nous avons donné l'autorisation d'utiliser les missiles Scalp dans la profondeur, parce que je pense qu'il écoute encore un peu le ministère des armées françaises, qui lui dit si jamais les Russes donnent des missiles de croisière anti-navires hypersoniques ou même supersoniques, le Chevalier Paul va y passer, notre bateau de transmission, et qui est déployé dans la région, ou n'importe lequel bateau qui le remplacera le moment venu. Donc, en fait, c'est ça le véritable frein, et c'est pour ça que le Pentagone pour l'instant, à mon avis, n'a pas donné l'autorisation. Et là, on est déjà. On va voir. Sur l'affaire à Koursk, ça avait pris 48 heures. Le temps que les affaires étrangères américaines apprennent la nouvelle, le Pentagone aussi, et mettre en place un narratif qui convienne à tout le monde. Mais là, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui, demain, et si on va finir par avoir une déclaration officielle. Mais ce qui est clair, c'est que la déclaration officielle arrivera quoi qu'il arrive trop tard, et que aujourd'hui, la seule déclaration sérieuse qu'on a sur l'utilisation d'attaques MS sur le territoire russe d'avant 2022, c'est les Russes, comme vous l'avez dit.
C'est eux qui ont dit il y a une attaque qui a été voilà, parce qu'ils ont identifié, c'est un missile qui vole à Mach 3, c'est pas un ULM ukrainien. Donc évidemment que ce qui est intéressant aussi, c'est que les Russes, la DCA russe a été très efficace. Au contraire, la Oui. DCA ukrainienne qui touche plus C'est rien. des S-400, c'est ça ou... S-400 et Pantsir, paraît-il. Donc ça veut dire que les Russes s'attendaient à ce que l'autorisation soit donnée. Parce que c'est pas la même chose d'arrêter des missiles qui vont à Mach 3 et des missiles et un ULM en fait. C'est pas. Donc ça veut dire que bon, les Russes sont prêts. Donc finalement, qu'est-ce que ça change? Encore une fois, la portée, c'est 300 km. On va dire qu'ils se mettent à 50 km en arrière pour pas se faire détruire par les Russes. Donc c'est pas un game changer, pas plus que le reste. Hein. C'est les V2. Les V2, c'était génial, ça n'a servi à rien. Hein. Ça a fait peur, ça a terrorisé la population anglaise, un petit peu, je crois, dans les ports belges quand les Alliés ont conquis, mais ça n'a rien changé, pas plus que le Messerschmitt 262, pas plus que toutes ces armes magiques. Et encore une fois, c'est des comportements typiques. Hein. La pensée magique, c'est quelque chose de typique d'un régime au bout du rouleau, aux abois. Mais est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut connecter les attaques massives qui ont eu lieu pendant le week-end contre les systèmes électriques ukrainiens et ce qui s'est passé par la suite? Est-ce qu'en fait, la Russie connaissait un peu une évolution stratégique ou bien ça n'a c'est sans rapport? La question a été posée. Non, je pense que les frappes sur les infrastructures critiques, de part et d'autre d'ailleurs, par exemple les Ukrainiens, on n'en parle pas, mais Gorlovka, donc, qui est une ville qui est sur le front, juste à l'arrière de Toretsk, là où il y a beaucoup d'activités sur le front en ce moment, a été privée d'électricité il y a 3 jours complètement, parce que toutes les sous-stations ont été touchées, détruites, etc. Donc la guerre de l'électricité est en fait, c'est de bonne guerre. C'est frapper sur. Vous avez d'un côté Rheinmetall qui annonce nous avons ouvert, et je pense que c'est faux d'ailleurs, ou en tout cas, c'est pas ce qu'ils disent. Nous avons ouvert 3 usines en Ukraine. Vous avez KNDS qui fait des déclarations à peu près équivalentes. Puisque c'est comme ça, on va vous couper l'électricité. Et sans électricité, pas de production de munitions, pas de production. Ça coûte très cher de produire des munitions. Le président du syndicat de l'armée allemande de la Bundeswehr, le colonel Wünster, avait annoncé fin 2022 que toutes les munitions qui seraient données à l'Ukraine, ça coûterait 4 fois plus cher de les produire à cause de l'augmentation du coût de l'énergie. Donc en fait, détruire les sources d'énergie, vous mettez fin à la production de munitions, vous limitez les trajets sur la voie ferrée, puisque le système de voie ferrée ukrainien est essentiellement électrique. Ils ont très peu de motrices diesel. C'est pour ça que les Russes, d'ailleurs, après l'attentat sur le pont de Crimée en fin 2022, ont commencé à taper sur les infrastructures critiques. Et donc ça, c'est un projet global qui vise aussi à affaiblir l'arrière. Mais l'armée ottano-kievienne et l'armée russe s'infligent les mêmes types de dégâts, mais évidemment, les moyens de l'armée ottano-kievienne sont beaucoup plus limités que ceux de la Russie. Donc le résultat se voit pas. Mais effectivement, le bombardement massif qui a eu lieu par l'armée russe il y a 2 jours, il y a 3 jours, a eu des effets extrêmement... et il n'y a plus d'électricité. Odessa était plongé dans le noir, par exemple. Donc c'est la guerre et on frappe sur les arrières, on frappe sur les infrastructures énergétiques hors nucléaire. On note bien que les Russes n'ont pas tapé une seule fois sur une centrale nucléaire, au contraire des Ukrainiens qui tapent sur celle de Zaporozhye et sur celle de Koursk. Voilà, ça faut bien le souligner. En revenant quand même sur la direction aux États-Unis, on est quand même rentré dans la zone de tous les dangers jusqu'au 20 janvier, parce qu'on sait bien, il n'y a pas de chef d'État. Il n'y a pas un chef d'État qui officiel, même dans la légalité, qui est en mesure de diriger quoi que ce soit aujourd'hui. Donc, ce sont les factions les unes contre les autres, peut-être, puisque c'est la fin. Quand on sait que cette administration, ils se tenaient parce qu'ils avaient 4 ans devant eux, mais à partir du moment où tout ça va se disperser du fait du résultat électoral, on peut en effet imaginer le pire, c'est-à-dire une faction, alors peut-être pas un docteur Folamour, mais en tout cas une faction extrêmement belliciste. On sait bien que dans ces cas-là, c'est toujours les plus bellicistes qui l'emportent quand il y a un trouble. Vous savez, le ministre de l'Industrie d'Adolf Hitler, Speer, racontait qu'à la fin, Hitler avait considéré que
il n'a pas été le seul d'ailleurs à le dire, le numéro 2 du renseignement de la SS, j'ai oublié son nom, l'avait également dit, mais il considérait que le peuple allemand n'avait pas été à la hauteur de ses espoirs, de ses ambitions, Oui, oui. et que finalement il s'orientait vers un suicide collectif, et que ce à quoi on a assisté, c'est les scènes apocalyptiques de la fin du Troisième Reich, notamment à Berlin, en fait, était une espèce de suicide collectif organisé par Hitler. Donc je ne dirais pas qu'on en est là, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une partie de cet état profond qui considère que perdu pour perdu, eh bien, autant on envoie tout ce qu'on a. Voilà. Et en face, on est exactement dans la même situation du côté de Zelensky, donc qui est intervenu d'ailleurs récemment je crois que c'est devant le Parlement ukrainien, qui a tenu un discours d'une radicalité, étant donné la situation sur le terrain qui est complètement délirante. Et surtout, il a bien dit, il n'y aura pas d'élection jusqu'à la victoire, en gros. Donc, on voit très bien qu'aujourd'hui, il y a un homme qui est exactement comme dans la même situation que Netanyahou d'ailleurs, c'est-à-dire que si la guerre s'arrête, bah, Netanyahou part en prison pour des affaires de corruption, et Zelensky part en Floride, dans le meilleur des cas. Parce que évidemment qu'il ne sera pas réélu, parce que c'est l'homme de l'échec, c'est l'homme de la guerre. Il était très impopulaire avant l'opération militaire spéciale. Il est corrompu. C'était dans les Pandora Papers. J'étais très surpris que Luc Ferry le rappelle d'ailleurs. Je me demandais même s'il n'allait pas faire un tour sur Stratpol ou Géopolitique Profonde de temps en temps. Et donc en fait, aujourd'hui, à la fois du côté de Zelensky et du côté d'une faction du Parti démocrate américain, de l'État profond, il y a tout intérêt à ce que la guerre continue quoi qu'il en coûte, et même si c'est un danger ça provoque, comment dire, de riposte russe massif. Donc voilà, on a deux systèmes qui sont aux abois. Effectivement, on va compter les jours. On est le 20 novembre aujourd'hui. Eh bien, on a exactement 2 mois avant que Trump arrive. Tout est possible. Tout est possible, c'est certain. Heureusement, en face, Poutine a des nerfs d'acier, suit de toute façon ce qu'il a à faire. Comme vous le dites, la signature du décret, enfin en tout cas l'extension de la doctrine nucléaire, n'est pas liée directement à l'autorisation ou non de ces missiles frappés dans la profondeur. Mais alors, il y a quand même une opinion publique derrière. Et pour suivre un peu des fois sur les réseaux, la colère ne cesse de monter en Russie en disant mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin, pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas une bonne fois pour toutes une bonne leçon. C'est un peu la deuxième partie de cet entretien que j'aimerais avoir avec vous, Xavier Moreau, c'est pendant ces 2 mois là, comment va réagir ou comment risque de réagir le Kremlin, et poussé ou non par déjà des forces politiques et puis derrière une opinion publique. Et quelle est-elle? Cette opinion publique aujourd'hui, quel est son état d'esprit? Quel état d'esprit en Russie? L'opinion publique, elle fait confiance à Vladimir Poutine et à l'état-major, parce qu'elle voit le résultat sur le terrain. Enfin, on en parle beaucoup moins dans les médias français. LCI est un peu ma jauge pour savoir, puisque c'est le média qui en parle le plus. Et quand ils en parlent, on a le droit à cette espèce d'ancienne qui dit oui, ils grignotent, mais c'est pas beaucoup, c'est tant de kilomètres carrés, donc ils continuent à compter des kilomètres carrés, ce qui n'a absolument aucun sens. Ce que les Russes sont en train de faire, c'est de percer les défenses otano-kieviennes dans le Donbass. Là où c'était vraiment préparé, là où le terrain permettait d'avancer, ne permettait pas d'avancer rapidement, parce que c'était très urbanisé, beaucoup d'usines, beaucoup de mines, et puis un terrain bien plus vallonné que la steppe ouverte dans laquelle l'armée russe va finir par arriver. Elle n'en est plus qu'à quelques kilomètres. Et après si vous regardez la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, il y a eu très peu de combats dans ces zones-là parce que c'est ouvert. Donc, on essaie de se rabattre derrière des lignes faciles à défendre, un fleuve, voilà, ou des zones très urbanisées. C'était le cas du Donbass. Donc, ce que la Russie est en train de faire, elle est en train de détruire les dernières zones c'est plus des zones d'ailleurs que des lignes de fortification dans le Donbass et dans le sud, dans la région de Zaporozhye, dans la région de Kherson. Non, Kherson, ça n'a pas encore commencé, dans la région de Zaporozhye, pardon. Et donc, en fait, la Russie est en train de gagner la guerre de manière conventionnelle, de la belle manière.
elle démontre sa supériorité totale à tous les niveaux du combat, c'est-à-dire du simple groupe de combat qui monte à l'assaut en moto ou en quad pour éviter les drones, jusqu'au niveau de la brigade où on observe notamment ce qui est très impressionnant dans la région centre, sur le front centre et le front est. Donc c'est la parfaite coordination entre les moyens aériens, les moyens d'artillerie, l'artillerie à longue portée, l'infanterie, enfin tout est. Il y a la Russie a atteint un niveau de maturité, de perfection à certains endroits du front. C'est inégal, hein, mais sur le point principal qui est le front du sud du Donbass, on va dire, sud-est, la Russie est en train de faire une démonstration de technicité militaire, de tactique qui est remarquable, vraiment, qui sera étudiée dans les manuels, tout en ayant pris en compte les nouveaux risques sur le champ de bataille, on en a souvent parlé, les drones, etc., etc. Et puis bénéficie évidemment d'une totale supériorité aérienne. Donc tout ça va dans le sens de la Russie. Donc la Russie peut l'emporter de manière conventionnelle. D'ailleurs, tout le monde le dit, hein, les gens sérieux dans la presse anglo-saxonne, y compris sérieuse, eh bien, c'est dit. Le général Kempf le dit. Donc je pense qu'aujourd'hui, les gens sérieux savent que l'Ukraine n'a aucune chance de l'emporter. J'ai moi-même écrit un livre là-dessus. Elle n'a jamais eu aucune chance de l'emporter, même avec l'aide de l'OTAN. Et là, je crois que tout le monde l'a plus ou moins constaté. Et l'économie russe ne s'est pas effondrée. Les Russes ne sont pas dans la rue pour se protester contre Poutine. Et ils lui font confiance. Et même si vous avez raison, il y a toujours sur les réseaux sociaux des ultras qui demandent des ripostes directes sur les villes de l'OTAN, etc., etc. Je trouve qu'il y en a quand même moins. Parce que finalement, on se dit, après tout, Poutine sait ce qu'il fait, l'état-major sait ce qu'il fait, ça avance sur tous les fronts, et on n'a aucune raison d'inverser ça. Et puis tout le monde se dit que l'arrivée de Trump sera peut-être un accélérateur de cette défaite inéluctable de Kiev. Mais voilà, donc, et après tout, sous les subtilités de qui a décidé quoi du côté américain sur les déclarations délirantes de Zelensky aussi, la population russe est habituée. Zelensky est plutôt aujourd'hui un objet de moquerie que quelqu'un qu'on prend au sérieux. Un peu comme Emmanuel Macron d'ailleurs. Oui. Mais est-ce que quand même, à un moment donné, la pression risque pas d'être trop forte si les provocations n'ont de cesse? Ou bien est-ce qu'il va utiliser, comme vous l'avez dit, éventuellement ses proxys? Mais est-ce que tout ça peut rester en l'état si les autres continuent et essaient de pousser toujours plus loin? Moi, j'ai du mal à le croire. Et il y a une Je pense, inquiétude. non, moi je ne serais pas étonné. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Russes, ils doivent être comme nous. Ils disent, mais qui a donné cet ordre? Qui a donné cette autorisation? Je ne serais pas étonné quand les choses vont être clarifiées, parce qu'elles vont quand même être obligées de l'être. Enfin, ou alors, ça veut dire que les États-Unis ont basculé dans l'anarchie. Et c'est qu'on va avoir une frappe par proxy interposée. Et pour moi, les outils sont les plus performants, mais ça peut être d'autres, hein. Il y a encore, ils sont en train de se retirer. Il y a encore 2500 soldats américains en Irak. Donc, il y a énormément de groupes très hostiles aux États-Unis qui ne seraient pas contre l'obtention d'un système de missiles qui ferait très mal à Washington. Donc, je pense qu'il peut y avoir une réponse par proxy. C'est ce qui me paraît d'ailleurs le plus vraisemblable, et c'est ce qui explique que jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de tir d'attaque MS, encore une fois, de l'autre côté de la frontière russe. Ça peut être ça la riposte, mais ce ne sera pas une frappe, nucléaire, ça, ni même une frappe dans un pays de l'OTAN. La Russie n'en a aucun intérêt, et c'est ce que veut Kiev. Il faut bien comprendre que ceux qui ont donné cette autorisation n'espèrent pas, ils ne sont pas stupides, ils n'espèrent pas un changement tactique majeur. Alors, qu'est-ce qu'ils recherchent, justement? Ils recherchent à faire rentrer l'OTAN dans la guerre avec la Russie. C'est ça. C'est ça le but. Le but, c'est que on s'investit, enfin, les Occidentaux s'investissent davantage dans la guerre en y envoyant des troupes, en y envoyant plus d'armements. Voilà. Donc, ça aussi, la Russie ne veut pas. Vladimir Poutine est quelqu'un de tout à fait rationnel, et contrairement à ses adversaires, et donc il ne veut pas donner l'occasion de justifier l'intervention de l'OTAN en frappant, par Ah oui. exemple,
Pologne, dans un pays balte, alors qu'en plus, aujourd'hui, le soutien à l'Ukraine est en train de s'effondrer, non seulement dans les populations, mais dans les élites. Genre, la Pologne est assez caractéristique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs déclarations. Déjà, il y a eu une demande de la part des Polonais que le régime kievien reconnaisse les massacres de Volhynie pendant la Seconde Guerre mondiale, que les victimes, on estime à 300 000 Polonais qui ont été massacrés par les banderistes, soient enterrés dignement. Donc, et évidemment, Zelensky ne répond pas parce qu'il a beau être juif, si jamais il commence à s'en prendre aux bandéristes, précisément, il va être le premier à y passer. Et c'est aujourd'hui ça. Il faut voir aussi que Zelensky a deux peurs. C'est d'un gel du conflit, que le conflit s'arrête, parce que là, il y aura des élections, puisqu'il n'y aura plus de loi martiale. Et deux, c'est que les bandéristes qui sont autour de lui trouvent qu'il n'y va pas assez fort et retournent leurs armes contre lui. Et se rappellent tout d'un coup qu'il est juif. Et là, ils ne lui feront pas de cadeau. Donc en fait, Zelensky est aux abois par rapport à ça. Et il paraît que dans certaines de ses dernières interventions, il a piqué des colères absolument inimaginables. Oui. Mais même, on voit ça même sur la forme comme sur le fond. Il est dans son bunker, il voit que ça se passe mal, que l'armée Steiner n'est toujours pas arrivée, l'armée Wenck non plus. Et donc, il devient fou. Et je ne dirais pas qu'il est devenu fou, mais en revanche, il est sous un état de stress vital, comme dirait Laurent Ozon, avancé. Et donc, ça peut lui faire prendre des décisions qui sont délirantes. La seule chose, c'est qu'il a entre ses mains pas grand-chose pour prendre une décision délirante. Encore une fois, ils n'ont pas de missiles qui peuvent porter, ne serait-ce que jusqu'à Moscou. Ils ont des ULM qui peuvent le faire, mais la ville de Moscou est sans doute la ville, du point de vue de la DCA, la mieux protégée au monde. Donc, ça va quand même être, même si c'est compliqué, c'est 13 millions d'habitants, c'est Paris et l'Île-de-France. Donc, malgré tout, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Donc, en fait, il n'a pas énormément de moyens sous le coude pour essayer d'infliger des dégâts significatifs à l'armée russe. Et encore une fois, ce qu'ils ont ciblé un entrepôt à Bryansk, alors que l'armée ukrainienne est en train de se faire détruire de la belle manière sur le front de Kourakhovo, sur le front dans la direction d'Ougledar, donc qui maintenant a été prise, que les Russes sont en train de menacer les lignes de défense dans la région de Zaporozhye. C'est un peu délirant en fait. Il tape pas du tout ce sur quoi il devrait faire, notamment les lignes logistiques qui amènent le matériel, les munitions, les rotations à l'armée russe. Non, il va taper dans la profondeur à 120 km, qu'il aurait quasiment pu faire avec les Ukrainiens. Alors je ne sais pas s'ils sont encore capables de les produire, mais ils avaient des Tochka-U, donc c'était des missiles qui tapaient à 150 km. Donc pourquoi utiliser un attaque MS à $1 million alors que Tochka-U. Le Xavier Moreau, on vous a perdu. Allô? Oui, c'est bon, vous pouvez continuer. C'est bon. Je disais, voilà, pourquoi utiliser aussi un missile aussi coûteux? Ils en ont que 50. Donc pourquoi utiliser 6 missiles aussi coûteux pour un résultat aussi limité? Et qui n'est même pas, on n'est même pas au maximum de portée. Encore une fois, on est à 120 km de la frontière russe. Donc c'est quand même assez étrange. Mais si on imagine qu'une faction, en effet, ou des desperados en sont arrivés à ce genre de considération et cherchent des provocations, est-ce que le risque, le spectre déjà évoqué d'une attaque sous faux drapeau ou d'un acte délibéré sur une centrale nucléaire pour toujours pousser la Russie plus loin et imposer la réaction de l'OTAN n'est pas aussi à craindre? Eh bien, la question est là, la réponse va arriver, je pense, dans un instant. Il suffit pour cela que Xavier Moreau puisse se reconnecter afin que nous puissions continuer cet entretien. Je rappelle, à partir de 9 h, nous aurons Sylvain Ferreira. Xavier Moreau est de retour. Vous nous entendez? Oui, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, voilà, bon, ça peut arriver.
C'est l'état profond. Certainement. Donc, oui, je disais, Oui, est-ce bah, que écoutez, ça peut aller avant plus loin? avant Kursk, je vous aurais dit que non, on tire sur une centrale nucléaire, c'est pas rationnel. Je vous aurais dit que, par exemple, rentrer en Transnistrie, à l'ouest d'Odessa, Kiev ne le ferait pas parce que c'est irrationnel. Mais en fait, on n'a plus affaire à un adversaire rationnel. Voilà, on a affaire à un adversaire qui est au bout, qui est prête à tout pour essayer de gagner du temps, de changer la situation de manière radicale. Et donc aujourd'hui, tout devient possible. Une attaque en Transnistrie, une attaque sur une centrale nucléaire russe, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait envisageable, malheureusement. Je pense même que Kiev serait capable de tirer sur ses propres centrales nucléaires Ben, c'est ça, les attaques sont font voilà. drapeau. C'est aujourd'hui, depuis Kursk, on voit que on n'a pas affaire à un adversaire rationnel, ou alors d'une rationalité dangereuse. C'est-à-dire que je pense pas que le Pentagone ait pu croire que l'attaque sur Kursk aurait une conséquence opérative ou stratégique sérieuse. C'était impossible pour l'armée kievienne de faire 50 km jusqu'à la centrale, mais c'était l'idée de radicaliser. C'était un coup de poker qui peut-être aurait pu fonctionner. Et puis après, bah, l'idée d'y rester, c'est que ça allait provoquer une fois de plus, comme l'affaire Prigojine, il y aurait des querelles en interne du côté russe. C'est ce que j'ai appelé c'est ce que j'ai comparé dans mon livre ce qu'on appelle le miracle de la maison de Brandebourg. Vous savez, à la fin de la guerre de 7 ans, l'armée prussienne est totalement défaite par la coalition austro-russe. Et en fait, ça aurait dû être la fin de la Prusse, ce qui pour la France aurait été plutôt une bonne opération. Mais l'impératrice Élisabeth meurt et son fils, Pierre, Pierre III, je crois, oui, Pierre III, et lui est un frédéricophile. Il est un grand admirateur de Frédéric de Prusse. Mmh. Et donc, en fait, lui ordonne à son armée de se retirer. Voilà. Et ça s'appelle le miracle de la maison de Brandebourg. Et Hitler, qui était un grand admirateur de Frédéric de Prusse, regardait le portrait. Et quand Roosevelt est mort, je crois que c'était le 14 ou 16 avril 1945, il s'est dit, ça y est, c'est le miracle de la maison du Troisième Reich. Et les Américains vont retourner leurs armes contre les Soviétiques avec nous. C'était ça l'idée. Et donc aujourd'hui, en fait, on a une partie de la. Vous voyez très bien ça dans les journalistes français. Je ne parle pas de vous, bien entendu, mais cette espèce de demi-panique qui s'empare, mais en espérant un miracle qui peut arriver d'une manière ou d'une autre, du point de vue diplomatique. La Chine va abandonner la Russie, Oui, bien l'Inde sûr. va abandonner la Russie, elle va plus trouver vendre son pétrole, et donc ça va avoir des conséquences, etc., etc. Donc finalement, vous avez toute une partie on va dire des néoconservateurs américains et de leurs relais en France notamment, ou en Europe en général, qui veulent croire encore à ça. Et ça, c'est vraiment une pathologie du comportement, hein, puisque rationnellement, l'Ukraine a perdu la guerre. Alors, vous pouviez ne pas trop le voir en 2022. À partir de l'été 2023 et de l'échec de l'offensive ukrainienne, dire, la route, elle est tracée. Donc, croire encore, vouloir à tout prix prolonger cette guerre, c'est une pathologie. Ou alors, ou alors vous êtes un salaud. En fait, aujourd'hui, ceux qui croient que l'Ukraine peut encore gagner sont soit des idiots, soit des salauds. Des idiots parce qu'ils le croient, et des salauds, c'est ceux qui savent que l'Ukraine a perdu, mais ils le savent souvent, ces gens-là, depuis le début, mais en se disant ce qu'il faut, c'est affaiblir la Russie. Donc plus on va prolonger cette guerre, plus la Russie sera affaiblie, et ce sera déjà ça de prix. Et aujourd'hui, ils sont prêts, évidemment, à envoyer toute la population ukrainienne, le peu qu'il en reste, se faire exterminer sous les bombes russes. Et ça, c'est malheureusement, pour l'instant, je ne vois pas parmi les grands pays occidentaux un qui soit le plus raisonnable aujourd'hui. C'est les deux plus raisonnables aujourd'hui, c'est Scholz L'Allemagne, et Mélanie. Oui, oui. Aujourd'hui, même Scholz et Mélanie, oui. Mélanie, enfin les affaires étrangères italiennes ont tout de suite dit non, non, nous, il n'y a pas d'autorisation. Et Exact. Scholz a réitéré son refus
déjà d'utiliser les armes et de livrer les Taurus. Les Taurus, c'est 500 km de portée, c'est Moscou. Donc, ce serait quand même beaucoup plus. Donc voilà, c'est les deux pays raisonnables. Je pense que tout le monde a compris que l'Ukraine a perdu. En France, vous avez une situation intérieure qui fait que Macron essaie d'exister aussi par la guerre. C'est-à-dire que, comme il n'a plus aucun contrôle sur les événements, sur le gouvernement, eh bien, il rajoute de l'huile sur le feu. Et en même temps, c'est le cas de le dire, puisqu'on est avec Emmanuel Macron, il aimerait bien redevenir l'interlocuteur. Et là, il faut bien voir la phase dans laquelle on est passé, c'est-à-dire le fait que Poutine ait un entretien de 1 heure avec Scholz, et pas avec Macron. Hein. Le dernier entretien qu'il a eu, c'était avec un président européen, que je me souvienne, c'était celui du 20 février 2022, que Macron a publié l'été suivant, ce qui a été un choc pour la diplomatie russe. C'est ça. Il a commis l'irrémédiable, là, Macron. Voilà. Et donc aujourd'hui, on le voit très bien. Là, tout le monde, alors sur LCI, ils étaient traumatisés parce que Macron est allé serrer la main de Lavrov. Macron essaie de revenir dans le jeu. Et donc, il nous fait il macronite, comme disent les Russes. Il macronne. Donc, il essaie d'appeler au téléphone et il dit tout et son contraire. Il va d'un côté se féliciter d'une décision qui, en fait, on ne sait même pas si elle a été prise, tout, sans lui-même pourtant donner l'autorisation d'utiliser les scalps. Alors, on en a donné 10, je crois. Donc, ça va pas non plus, c'est pas miraculeux. Donc, les scalps. Et en même temps, il va serrer la main de Lavrov parce qu'il aimerait bien aussi redevenir l'interlocuteur de Vladimir Poutine. Alors, je ne sais pas si Vladimir Poutine aura la patience. À mon avis, je pense que le fait que ce soit passé avec Scholz démontre sur qui il va essayer de se fonder. En plus, autant la vie politique française pour Washington est totalement sous contrôle, puisqu'il n'y a pas de parti de la paix en France, il n'y a pas de parti de réelle opposition. On voit très bien. Plus, maintenant, Marine Le Pen est totalement sous contrôle avec ce qu'elle est en train de se prendre du point de vue judiciaire. Bardella n'a aucune idée, donc il suit la ligne fixée par Macron. Et du côté de Mélenchon, c'est surtout la Palestine qui est un problème et pas ce qui se passe en Europe. Donc en fait, en France, il n'y a pas de force sérieuse sur lesquelles je dirais la Russie puisse s'appuyer. En revanche, en Allemagne, il y a des deux côtés de l'échiquier, il y a l'Alternative für Deutschland et vous avez le BMW de Sarah Wagenknecht. Et en plus, il faut voir aussi que en faisant ça, Scholz se remet dans une tradition du parti social-démocrate allemand. C'est la Ostpolitik de Willy Brandt pendant la guerre froide. C'est Schröder qui a fait énormément pour l'économie allemande, d'ailleurs en connectant le cordon ombilical russe énergétique à l'économie allemande. Donc, il est dans cette tradition-là. Il sait que si jamais il n'y revient pas, Sarah Wagenknecht va siphonner toutes les forces populaires qui votent encore pour le SPD. Et on a ça. Et du côté des chrétiens démocrates, alors on n'a pas de ligne commune. Friedrich Merz, avant les élections dans les Länder de Thuringe et de Saxe, Friedrich Merz est sans doute le successeur de. Il y a des élections qui doivent avoir lieu au plus tard en automne 2025 et au plus tôt peut-être en mars 2025, donc pour les élections allemandes. Oui, elles devraient avoir lieu. Voilà. Ils se sont à peu près entendus. Et l'Ukraine sera un thème, contrairement à la France où finalement c'est quand même assez annexe, parce que derrière l'Ukraine, c'est les ressources énergétiques, c'est l'économie allemande qui est en train de s'effondrer. Et surtout, comme vous avez des vrais partis d'opposition, contrairement à la France, eh bien, en fait, les démocrates chrétiens doivent se positionner. Et donc, Friedrich Merz a été capable de dire le contraire de ce qu'il a dit il y a 1 an et de redire il y a 1 mois le contraire de ce qu'il a dit il y a 6 mois. Pour pas torpiller les élections, il a commencé à dire que l'Ukraine avait perdu, que finalement, il ne fallait pas livrer les Taurus, etc. Aujourd'hui, il dit le contraire. Mais ça a permis notamment de sauver le Länder de Saxe. Parce que le ministre-président de Saxe, donc qui est un démocrate chrétien, lui a été clairement contre la guerre en Ukraine, contre le soutien de l'Allemagne, etc., etc. Donc en fait, la situation est beaucoup plus intéressante en Allemagne pour les Russes parce qu'il y a une opposition, ce qu'il n'y a pas en France. Et au Parlement, je veux dire. Et donc non seulement de partis ouvertement anti-guerre, comme l'AfD ou le
Sarah Wagenknecht, mais y compris à l'intérieur des partis qui dirigent. Donc, à part les fanatiques, c'est comme chez nous, les écologistes, et bien finalement, on s'aperçoit, même les libéraux donc, qui sont sortis de la coalition, sont, comment dire, l'un des motifs de dispute, l'un des motifs de la dispute, ça a été que les libéraux ne voulaient pas transférer d'argent, ne voulaient plus transférer d'argent à l'Allemagne. Et alors après, ils ont dit non, mais c'est parce que nous, on veut transférer les Taurus, parce que les Taurus, ça coûterait rien, ils sont déjà là, ils ont déjà fabriqué. Donc en fait, l'Ukraine est un sujet central, parce que tout le monde a bien compris en Allemagne que l'effondrement économique de l'Allemagne était lié à la destruction de Nord Stream, était lié à l'embargo sur les énergies russes. Et donc là, il y a quelque chose il y a quelque chose sur lequel les Russes vont pouvoir jouer. Et donc, évidemment, Poutine a accepté de parler pendant 1 heure avec Olaf Scholz, à la demande d'Olaf Scholz. Et d'ailleurs, quand vous avez écouté la réaction d'Emmanuel Macron en disant que oui, il était prêt à parler à Poutine, mais qu'il ne voulait pas la paix, etc., en fait, c'était par dépit. Parce que, d'ailleurs, les affaires étrangères russes ont dit, écoutez, nous, Scholz, c'est Scholz qui nous a demandé à parler à Poutine. Macron ne nous a rien demandé. Voilà. Donc, évidemment, Macron ne demande pas parce qu'après l'espèce de, c'est même pas de faute diplomatique grave, quelque chose de quasiment unique dans notre histoire diplomatique, de la publication des entretiens secrets avec Poutine, avec des journalistes qui ricanent autour. Mais qui va vouloir parler? Tout le monde prend Macron pour un guignol. Hein. C'est faut quand même en Russie, mais même vous regardez dans le monde entier, personne ne le prend au sérieux. Il a mis la diplomatie française dans un état. Et puis là, vous voyez ceux qui ont été nommés, Monod, là, et Benjamin Haddad. Donc on a, je ne veux pas être insultant, donc je ne vais pas dire ce que j'en pense, mais au moins Benjamin Haddad, c'est un néocons. Oui, absolument. C'est un fanatique. Bon, on sait où il va. Monod, qu'est-ce que c'est que ça? Il a un garde-fou. La diplomatie française est inquiétante. Paradoxalement, heureusement, la gauche a détruit notre armée pendant ces 50 dernières années. Donc finalement, on ne peut plus faire de mal à grand monde. Donc on ne peut pas aider. Et on est pieds et poings liés. On est pieds et poings liés. On ne peut même pas utiliser des missiles, semble-t-il, Scalp ou les données sans avoir l'autorisation des Américains. À la limite, c'est presque un bien. Il y a des sous-ensembles, américains à l'intérieur. Donc effectivement, il faut demander l'autorisation. C'est dire aussi le niveau de souveraineté de notre complexe militaire-industriel. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, puisqu'on en parle, il y a un aspect sur lequel je reviendrai dans une émission, je pense, sur RT en français, c'est le fait que donc on reproche à la Chine de fournir des sous-ensembles qui sont utilisés dans l'armement à la Russie, mais en fait, les États-Unis sont autant, voire plus dépendants de la Chine pour leur production d'armement, y compris de ce qu'ils donnent à l'Ukraine, que la Russie l'est. C'est aussi un aspect qui est du point de vue de la souveraineté. Et donc, si les États-Unis sont dépendants, ça veut dire que nous le sommes également. Donc, il n'y a pas de souveraineté technologique en ce qui concerne notre production d'armement. Alors, heureusement, la Chine, elle ne veut pas faire la guerre. La Chine, elle a une vision sur 3000 ans. Elle préfère toujours cette fameuse voie médiane plutôt que de partir dans un conflit. Mais donc, normalement, elle continuera à nous approvisionner. Mais globalement, si la Chine, tout d'un coup, cessait de produire des sous-ensembles en disant je ne fournis plus les complexes militaro-industriels américains, c'est la fin de la production américaine. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les rapports sénatoriaux. Il y a un rapport sénatorial qui est sorti par rapport à ça. Il y a le Pentagone a soumissionné une étude là-dessus. Vous avez la liste de tous les armements et donc tous les armements, par exemple, il y a dans l'ATACMS, dans le HIMARS, il y a des sous-ensembles chinois. Ah oui. Raytheon, Lockheed Martin, Boeing sont gavés de sous-ensembles chinois qui sont pour l'instant irremplaçables. Alors, cela dit, contrairement à la France, à Washington, il y a quand même des gens qui réagissent. Donc, il y a tout un programme qui est fait pour localiser la production. Mais aujourd'hui, le constat est fait. Et donc, le complexe militaro-industriel américain dépend autant de la Chine que je dirais tous les complexes militaro-industriels du monde. Donc ça aussi, et voilà. Et donc, pour revenir à ce que je disais, heureusement, ou malheureusement, notre armée est une armée de prototypes avec des gens, j'imagine, très courageux, mais qui ne représentent pas une menace pour personne, même pas pour nos ennemis, nos vrais ennemis.
Donc, en fait, nous sommes limités dans ce que nous pouvons faire. Hein. C'est voilà, l'époque où la France partir faire la guerre en Crimée avec 315 000 hommes et en perdre 95 000 au combat, ça c'est terminé. C'est plus possible. Non, tout ça n'est plus possible. Et l'Occident ne cesse d'être finalement isolé. On sait même que Lula n'a pas voulu de Zelensky au G20, c'est dire l'isolement. Oui, c'était un camouflet significatif, tout à fait. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, voilà, 1 heure d'entretien, nous y sommes. Merci beaucoup, Xavier Moreau, d'avoir pu ainsi venir sur une matinale si rapidement pour nous donner votre éclairage. On en a besoin. On rappelle votre livre, justement, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Et on s'achemine tout simplement petit à petit, quoi que les autres en face puissent faire, vers la réalisation totale de ce qu'étaient les conclusions et de ce qu'était le développement de ce livre. Tout à fait. Très bien. Eh ben, c'est toujours un plaisir, Xavier Moreau. Merci pour votre invitation, Nicolas Stocker. Merci à vous d'y avoir répondu. Et donc, à très bientôt sur Géopolitique Profonde. Merci. À bientôt. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.